J'ai une... J'ai développé une théorie sur ce que voulait peut-être faire le projet E au final, la finalité du projet. Euh, on va essayer de résumer tout ça. Alors, il faut commencer par le fonctionnement des existentias des focalisateurs. Ok, bon. Alors, je reviens tout de suite. Et vous le voyez, de là, il sort un tableau noir et il s'équipe d'une craie. Il faut commencer. Je vais partir de loin, de nouveau. Je suis désolé, mais je pense que c'est nécessaire. Vous excuserez mon talent en dessin, hein. Il paraît que la main qui me guide est désastreuse à ce niveau. Imaginez notre monde séparé en deux. Nous avons ici le plan physique, hmm, que nous appellerons Le plan plan P. physique. Le plan P. Et nous avons ici le plan des données, ou plan spirituel. Euh, nous l'appellerons spirituel. Oh non, pas le PS. Si. Ça Le fait pays Podesta sans Sandro et Podesta Stefano. Dans le plan physique, c'est donc notre monde à nous. Le plan spirituel est le plan dans lequel s'écoulent les données. Quand un être vivant, disons un humain battant, veut puiser de sa donnée, ce qu'il fait, même inconsciemment, il utilise ce qu'on appelle un focalisateur. Ça peut être ses mains, ça peut être un bâton, ça peut être une épée. Il y a l'obligation d'avoir ce sentiment de cibler l'endroit où il veut puiser la donnée. Imaginons qu'il tienne un magnifique bâton ainsi, cela sera son focalisateur. À ce moment-là, il ouvre, de par la donnée qui lui a affiliée, il ouvre la brèche du monde spirituel et peut donc affilier de sa donnée qu'il utilise dans son arme, dans son focalisateur. Suite à quoi la brèche, bien sûr, se referme. C'est comme ça que vous, par exemple, Mademoiselle Raki, vous utilisez votre maîtrise de la donnée de l'eau. Sanaël lève la main. Oui, Sanaël? Est-ce que dans le plan spirituel, toutes les données sont sur un seul et même plan mélangées ou il y a un plan pour chaque donnée? Toutes les données sont mélangées, effectivement, dans le plan spirituel. Ok. Nous avons réussi à... Enfin, nous, les scientifiques de Xoan, depuis le grand exil de Xoan, c'était une de leurs grandes avancées, c'était de prouver que le plan spirituel, le plan des données existait. Et ils ont réussi à entrouvrir le plan physique pour qu'on puisse voir à l'intérieur du monde spirituel. Bien. Ceci était donc pour le focalisateur. Il y a besoin de savoir également une autre chose. Quand une personne décède, on considère que son âme, qui était liée au plan spirituel, quitte son enveloppe physique et se rend ailleurs, quel que soit cet endroit. Le néant, la mort, le soleil, l'océan, bref, l'âme quitte le corps. L'une des théories concernant les existentia, donc ce sont des personnes, des élémentistes extrêmement doués avec leurs données et qui peuvent s'affilier avec elles comme jamais, la donnée entre dans le plan physique, mais surtout imprègne l'âme de la personne. Je vais changer de craie pour que ce soit plus clair. Plus clair que du blanc. Et ainsi, la personne est liée à la donnée, mais son âme est liée directement au plan spirituel. Son âme est alors consumée par le plan spirituel petit à petit. Mais pendant quelques instants, la personne, qui devient donc ce qu'on appelle un existentia, est dotée de facultés hors normes. Sanaël relève la main. Oui, Sanaël? Donc, une personne qui devient un existentia ne l'est que pour un court instant. Personne ne peut vivre en étant un existentia. C'est exactement ça.
La durée dépend, mais c'est en principe quelques minutes à peine. Son âme est littéralement consumée par le plan spirituel et par sa donnée. Mais cela lui permet d'utiliser sa donnée comme jamais vous ne pourriez l'imaginer. Donc, l'âme de la personne sert un peu de combustible Exactement, elle sert de focalisateur. à cette réaction, ok. Et la question qui s'est longtemps posée, c'est qu'est-ce qui advient de ces âmes? De ces âmes consumées par l'existentia, par le phénomène. Il y a très peu d'existentia qui ont été recensés à travers l'histoire. Nous en avons quelques-uns. Nous pensons que cette âme, alors, que on va la représenter avec cette couleur. Nous pensons que cette âme, alors, est consumée et ne va pas au néant, ou au soleil, ou à l'océan. Elle ne va pas à la mort, mais se retrouve dans le plan spirituel. Voilà où je voulais en venir. Tout ça pour dire qu'au vu de toutes les expériences que nous avons menées avec le projet E, je pense que leur but final est de comprendre véritablement le fonctionnement des existentia et de les exploiter. Et je pense qu'ainsi, ce qu'ils souhaitent, c'est aller rechercher ces âmes qui ont fait des existentia et de pouvoir les exploiter, en prendre le pouvoir immense qu'elles contiennent. Pour les réimplanter dans un nouveau corps? Par exemple. Ce qui expliquerait pourquoi Eden n'a pas pu être détruit. Eden aurait été un existentia probablement un peu plus permanent, qui peut Par les Adams, voyager, ça se tient. Ouais. qui peut voyager à son aise entre le plan des données et le plan physique. Je relève la main. Oui, Sanaël? Est-ce que on a conscience ou connaissance plutôt de ce que pourrait être un existentia du temps? Il y a, comme je l'ai dit, il y a eu peu d'existentia recensés à travers le temps, à travers l'histoire de Valentis. Les seuls dont nous avons connaissance obéissent aux 5 grands éléments primordiaux: le feu, le vent, la terre, la foudre et l'eau. Oui, c'est ça. Et ce sont les seuls dont nous avons une preuve physique qui existait ou qui a été mentionnée dans des livres. Nous pensons d'ailleurs que, si ça se trouve, la plupart des cataclysmes, ce que nous avons nommé cataclysmes, étaient des existentia. Donc, un existentia de temps, autant vous dire que oui, les scientifiques se sont posé la question et n'ont pas trouvé de réponse. Même chose pour un existentia de vie. Est-ce que, vu que l'âme est consumée, et que la vie, que la lumière est la vie, est-ce que l'on sacrifie son âme à la vie, et du coup, sommes-nous immortels? Ce sont des questions que nous Ou sommes est-ce que posées. l'existentia de vie serait capable de créer la vie à partir de rien? Ex nihilo? Peut-être. À ce propos, je pense sincèrement que le 4e cataclysme, le dernier en date, cette vague de feu qui a rasé la plaine de Pandora il y a de cela quelques années, je sais de sources sûres qu'il y avait un laboratoire qui se trouvait au nord de la plaine, d'où est partie la gerbe de flamme. Je ne serais pas étonné qu'ils aient tenté de faire ça, de ramener un existentia, et qu'ils n'ont pas réussi à maîtriser cette énergie, et qu'elle s'est déversée sur le monde. Pour penser la même chose. Vous pensez que c'est la seule fois où ils ont réussi à ramener un existentia? Je ne sais pas. Je Moi, l'espère. Je pense sincèrement que les Adams qui nous ont précédés, avant leur déchéance, avaient réussi à créer un existentia de vie. Est-ce qu'il existe dans cet univers des choses comme les tremblements de terre et les tsunamis? Tout à fait. Oui, Des ouragans, des tornades? tout à fait. Les catastrophes naturelles en général, en gros. Hein. Ouais. Oui, mais je pensais particulièrement à des catastrophes naturelles liées à des éléments. Ouais, j'avais bien pensé. Donc, une tornade de feu,
Peut-être qu'un tremblement de terre, ça pourrait aussi être une manifestation d'un existentia de terre, ouragan de l'air, tsunami de l'eau, etc. Oui, et c'est d'ailleurs dans les écrits anciens, on pensait souvent que c'était des divinités qui faisaient ces phénomènes. Aujourd'hui, nous avons connaissance de certains concepts scientifiques qui nous permettent d'attester qu'il s'agit, nous n'espérons pas d'existentia ou de phénomènes naturels. Mais Yann, vous vouliez dire quelque chose, c'est ça? Si je me trompe pas? Oh, je pourrais vous dire plein de choses, Olaf, mais oui, ce que je voulais dire, c'est que je pense que c'est ma théorie, que les races qui ont été recensées à partir du troisième calendrier Mhm. l'ont été en fait à cause de quelque chose qui s'est passé à l'ère des Adams et qu'ils ont essayé de créer la vie avec des existentials et qu'ils ont dû réussir. Et le fait que Eden et que les Vaadrines s'opposent au projet E, bon, je ne dis pas que Eden s'oppose au projet E, mais tout du moins les Vaadrines le font. Ça me semble répéter la même guerre qu'il y avait eu entre Asgard et l'autre royaume dont j'ai oublié le nom. Et Midgard. Et Midgard. Ça me fait penser à certains qui veulent toujours maîtriser ces données, faire dérégler les balances logiques du monde de Vadentis, et d'autres qui s'opposent et qui ont la volonté de laisser les données où elles doivent être. Et j'ai l'impression que ce cycle se répète indéfiniment et que nous sommes maintenant où nous sommes de nouveau confrontés au même problème, car nous sommes en vérité ceux qui veulent empêcher les données d'être exploitées. Si Ouais. si je dis pas de bêtises, il y a eu 4 grands cataclysmes dus à des existentia. Alors, il y a eu 4 grands cataclysmes, effectivement. Nous ne sommes pas sûrs qu'il s'agisse d'Existentia. Mais Parce que. Ok, il y a eu quoi? Du feu? Ça, c'est le quatrième, oui. Ouais, le premier était Yeshua. Nous ne connaissons pas la forme, nous savons juste qu'il a rasé entièrement l'empire des Adams de l'époque. Mais est-ce que c'est une personne physique, Yeshua, ou bien est-ce que c'est un concept, un nom, une catastrophe? C'est euh, c'est un nom, tout simplement. C'est un nom. Nous ne savons pas s'il s'agit d'une personne, nous ne savons rien. Peut-être quelqu'un qui a voulu faire. Qui peut-être s'est trompé et a réussi à faire un existentia de mort ou de vie ou quelque chose comme ça. Attendez, nous on a déjà entendu ce nom et on sait que c'est un nom. Oui, c'est quelqu'un, ouais. Hein. Mhm. C'est juste, mais oui, c'est le. Mais oui, Oui, parce que l'homme réponse nous l'a dit en fait, c'est ouais, juste. c'est juste. Ouais, Sonia confirme, elle dit oui, c'était la question que j'ai posée à l'homme aux réponses. Après concertation, on lui a demandé qui était Yeshua et son lien avec Eva. Et il avait dit que Yeshua était le nom d'une enfant décédée et que Eva était liée à sa mémoire ou à ses souvenirs, je ne sais plus exactement. Et Et là, vous voyez qu'Olaf fait les grands yeux quand elle dit ça. Oui, Raki, vous voulez dire quelque chose? j- votre réaction vient de répondre à ma question, je crois, monsieur Olaf. C'est bien la fillette que vous avez recueillie qui s'appelle Eva. Tout à fait, oui. D'ailleurs, je voulais également vous parler d'elle. Je vous ai parlé plutôt des focalisateurs et Yann vous avait parlé des nouvelles races qui peuplent notre monde depuis le troisième calendrier. Donc pour faire simple, il y a eu un événement que l'on a nommé Yeshua. Et suite à cet événement, on dit que Estuan a protégé le monde contre Yeshua et que Estuan aurait créé les races nouvelles, donc les humains, qui ont ensuite évolué au fil des années pour donner des humains, des Aquila, des Obliviens comme vous, ou Aquila, ou des Scylla également et des golems. Et là où je voulais en venir, c'est que je pense que Eva serait, comment dire, c'est très difficile pour moi de dire ce genre de choses, mais je pense que Eva a été le focalisateur qui a permis de créer la nouvelle race que sont les humains. Imaginez que Eva ait été effectivement le premier existentia de vie. Le monde est alors dévasté par un cataclysme. Et Eva est utilisée de par sa puissance immense comme un focalisateur
qui se déverse alors sur le monde, et de par la puissance de la vie qui émane d'elle, Chut, chut, chut. Parle pas toi. intervient sur le monde, et crée la race nouvelle que sont les humains. Bah alors un existentiel de vie C'est ce que je pense. qui se serait consumé afin de créer toutes les races qui peuplent le monde pour sauver le genre humain. Elle n'est pas consumée, Eva. Ouais, elle n'est pas. Ouais, non, c'est vrai, elle s'est pas consumée. Bah oui, mais existentiel de vie, ouais, forcément, ça colle. Mais quand on parlait des existentias, on parlait que des données primordiales. La vie n'est pas un des éléments primordiaux, justement. La vie est en chaque humain, donc je pense qu'on peut considérer qu'elle est primordiale. Mais quand on parlait des éléments primordiaux, enfin, je pensais que c'était purement élémentaire, justement. Hmm. Feu, terre. Mais on ne sait pas ce que les anciens Zadons étudiaient. Peut-être qu'ils étaient allés beaucoup plus loin. Et c'est pour ça, justement, tu vois, si un existentia de quelque chose d'aussi abstrait, avec des gros Mhm. guillemets, que la vie a pu être créée, je me demandais qu'est-ce que pourrait donner un existentia de temps, justement. Mhm. Ce sont les grandes questions. Et ça fait des siècles que les scientifiques se cassent la tête sur ce problème. Le stance de la vie, vous avez 2 heures. C'est exactement ça. Pendant que nous y sommes, je suppose que les Lyrikem, ça vous dit quelque chose? Lyrique, oui, bien sûr, c'était les arbitres lors du deuxième calendrier dans la guerre entre les Adans, entre Midgard et Asgard. Nous n'avons pas rencontré que le mot réponse. Nous avons apparemment rencontré quelqu'un qui se clamait faire partie des Lyrikem. Et je me souviens de ce qu'il nous a dit. Il nous avait dit que les 26 l'envoyaient pour nous dire que les Vaadrin étaient la conséquence d'événements bien plus malheureux que ce que l'on pouvait penser. Et que si le projet continuait, eh bien, le risque était que Yeshua devienne la grande némésis du monde. Mais qui êtes-vous? Vous rencontrez le mot réponse, vous rencontrez un 2 fois. Lyrikem. 2 fois la mot Oui, réponse. 2 fois, c'est juste. Excusez-moi. Ouais, c'est genre de la maison. Alors, qui nous sommes? Yann Kakora, Estemarche. Ici, nous avons Sonia Beltor de la dynastie Beltor, excusez du peu. Euseb Alceste de Sainte-Joie, pardon, Père Euseb Alceste de Sainte-Joie, que vous connaissez déjà et qui est passé maître dans l'art de communiquer avec les défunts. Reo Koai Teraki de Sonderenial, d'Articia, et l'orphelin du temps, Sanel. Et à chaque fois, je fais des grands gestes, je fais des V avec mes bras en tendant mes bras en direction de chacun quand je pointe chacun. Voilà qui nous sommes. Et... Ouais. et je vais lui préciser, je vais lui dire que je vais pas vous cacher que si je me posais la question pour un existentia de temps, c'est que, comprenez-vous, je suis affilié à la donnée du temps, Mhm. je suis un prêtre du temps, et il s'avère que je serais comme apparu dans ce monde. Mhm. Oui, j'ai Pas- déjà entendu parler de vous, bien sûr. Je suis pas né de façon conventionnelle, vous comprenez quoi. Ouais, je, ouais. suis- je suis... Pouf. En tout cas, En anglais, il y a une expression qui colle encore mieux, c'est popped into existence. C'est vraiment. Pouf. Ah là, il est là, dis donc, il y a un bébé. Qu'est-ce qu'on va faire de lui? en tout cas, oui, j'ai bien sûr déjà entendu parler de vous, surtout ici à Babel. Mais c'est une possibilité. Et il n'est fait mention nulle part d'un être humain qui aurait voyagé à travers le temps, de toute l'histoire de Vadentis. Mais vous êtes la preuve que vous êtes apparu de quelque part. Mais justement, est-ce que. Enfin, les données n'ont pas de volonté propre, on est d'accord? C'est pas Exactement. un esprit, c'est juste. Des gros guillemets, une énergie magique spirituelle. Tout à fait. Justement, la donnée du temps elle-même n'aurait pas pu me créer par sa volonté, en fait, parce qu'elle n'en a point. En tout cas, Ouais. c'est ce que nous pensons. De ce que l'on sait, vu de l'état de la science actuelle, non, en tout cas. Voilà. Les seules choses que nous savons à peu près, c'est que les données sont... En tout cas, que le flux de données qui crée notre histoire serait régi par les 26. Les Adans y croyaient déjà, nous en avons eu la preuve, lorsque justement les scientifiques de Xoan sont parvenus à
ouvrir le rideau de la réalité. Mais c'est les 26 quoi du coup? Les 26 qui ont toujours été là et qui écrivent l'histoire de notre monde. Les Lyrichem d'ailleurs, vous en parliez, Raki, étaient liés aux 26. Ils nous l'ont dit. Oui, c'est tout à fait ça. Il avait précisé que c'était les 26 qui l'avaient envoyé nous dire ceci. Exactement. On dit que les Adans, lors de la Grande Guerre, avaient justement créé un lien avec eux, ce qu'ils appelaient l'univers. Mais également, ils nommaient également les 26. Et de par ce lien, ils auraient pu exploiter le flux des données et créer le tout à partir du rien. Et c'est cette création qui a séparé l'Empire des Adans en deux nations distinctes. Et c'est là que les 26, que l'univers aurait élu 4 arbitres, 4 Lyrichem. Nathanaël baisse les yeux un peu, pas déçu, mais il espérait qu'il aurait pu avoir plus de réponses sur ses origines via un homme qui connaît si bien les données. Il se rend compte que il est pour lui-même et pour les autres toujours autant un mystère. Ma théorie a toujours été que tu as été envoyé dans cette époque, Sanael. Parce que tu es la clé de quelque chose. Mais comment j'aurais pu être envoyé dans cette époque en tant que bébé? Écoute, je ne sais pas. Mais il y a quelqu'un qui a pensé qu'il était bon pour le futur de t'avoir. Et c'est pour ça qu'on te protège. Peut-être que Eva pourra vous aider. Elle voit des choses que les autres ne voient pas. Elle a une sensibilité aux données qui est hors de notre portée. Elle pourra peut-être vous aider. Eva est-elle une Adam ou juste la première humaine? C'est une humaine. C'est une humaine. Un cadeau de la vie. Je pense que c'est la première humaine. C'est très difficile pour moi de parler d'elle ainsi, car comme je vous l'ai dit, pour moi, elle est comme ma fille. C'est la première humaine, mais elle ne vieillit pas, donc elle a pas pu enfanter. Tout à fait. Donc les humains ne sont pas ses descendants physiques. Voilà. Comme je l'ai dit, ce que je pensais, c'est qu'elle aurait simplement, entre guillemets, servi de focalisateur, de moteur, si vous préférez. Regardez, par exemple, il existe dans notre monde des outils ou des armes particulières ou des moteurs justement qui permettent de servir comme focalisateur, pardon, pour améliorer le flux de données. Alors, imaginez se servir d'un existentia comme moteur. Imaginez l'ampleur du phénomène, l'ampleur de la puissance proposée par ça. C'est sûrement pour ça que les Adans s'opposaient les uns les autres. Ils avaient compris. Certains étaient plus sages et savaient que ça allait mener à de telles extrémités. Yeshua, etc., etc. Je pense que nous pouvons venir à la seconde chose que je voulais vous dire. Comme je vous l'ai dit dans ma lettre, je pense que j'ai localisé la nécropole perdue des Adans. Et je pense qu'il est important d'y aller pour comprendre ce que sont les Vahadrines, peut-être arrêter cette conscience qui les guide et empêcher cette accélération des cataclysmes. Oh, let's go. Alors, ça va vous sembler ridicule, mais regardez. Et là, il repousse son tableau noir et il se dirige vers la bibliothèque. Hey. Alors, ça va vous sembler probablement ridicule, mais comme vous le savez, ou peut-être que vous ne le savez pas, la nécropole perdue des Adans s'appelle la nécropole perdue des Adans parce qu'on ne l'a jamais trouvée. Nous savons qu'elle existe, elle a été mentionnée, nous savons qu'elle se trouvait quelque part dans ce qui s'appelait à l'époque la lisière, donc entre Midgard et Asgard, là où se trouvaient également les Lyrichem, mais nous ne savons pas où. Et c'est possible qu'elle ait été détruite ou recouverte par les débris et par les saccages du premier cataclysme.
Mais j'ai trouvé quelque chose qui pourrait correspondre. Donc, comme je vous le disais, ça va vous sembler ridicule. Rappelez-vous qu'une fable est quelque chose qui est censé représenter la réalité de manière métaphorique. Il y a une fable écrite lors du 2e calendrier qui s'appelle L'aigle et le cheval. Ne riez pas tout de suite. Alors, voilà, j'en ai un exemplaire ici. Alors, je vais me permettre de faire le narrateur. Ne soyez pas trop jugeant de ma prestation, s'il vous plaît. À l'ouest travaillait le cheval. À l'est espérait l'aigle. Entre deux, une lisière dormait, pour que jamais ils ne se rencontrent. Mais un jour, l'aigle vola vers son rival et dit sur un ton espiègle : « J'ai ouï dire que tu me haïssais. Pourquoi tant de rage à mon encontre ? De toi je me fiche, ma vie n'est que cavale. Ne te rappelles-tu point qu'autrefois nous fûmes collègues ? Mais tu as décidé par tes méfaits que rêve et réalité devaient se confondre. Ainsi donc, tu n'acceptes pas que je sois le roi animal ? Railla le rapace d'un ton bègue. Nous ne serons jamais égaux, tu le sais, tant que tu resteras dans ta plaine à te morfondre. Tu espères à une épitaphe royale, pourtant tu connais la règle. Peu importe tous tes succès, ta tombe dormira sous les statues à leurs ombres. Tous les corps finissent peut-être au même endroit au final, là-bas sous le regard des 2 prophètes. Mais moi qui suis si parfait, jamais, ô grand jamais, ne reposerai comme le reste du monde. Ainsi l'aigle s'en retourna vers ses grandes salles. Le cheval, sans le savoir, fut prophète. Car au final, dans la mort, c'est ensemble qu'ils reposeraient, au même endroit, comme tous les autres, dans les ombres profondes, dans les tombes profondes, pardonnez-moi. Écrit par Eynat Fon, datation approximative, 2e calendrier 3800, traduction de Henry Edeire. Il est fait mention ici, clairement, de 2 camps. Certains pensent qu'effectivement, cela représenterait le cheval Midgard et l'aigle Asgard. Mais surtout, il est fait mention de 2 statues, 2 prêtres. Prophètes. 2 prophètes, exactement. Et il y a un lieu qui pourrait correspondre à cela. Car ces 2... Il est dit que tous mourraient, quand ils mourraient, se trouveraient sous l'ombre de ces 2 prêtres, de ces 2 prophètes. Il y a un lieu, tout au sud de la plaine de Pandora, dans la vallée d'Onamia. Il y a 2 statues qui s'y trouvent, qui sont encore debout aujourd'hui et qui datent du 2e calendrier. La statue de Déos et la statue d'Umaniria. On ne connaît pas exactement leur rôle, mais chacun devait représenter l'une des 2 nations, Midgard et Asgard. Il est fait donc mention de tombes profondes sous les ombres des statues. Et aujourd'hui, il y a un lac qui sépare ces 2 statues. Donc je pense que la nécropole se trouverait là-bas, tout au sud, dans la vallée d'Onamia. Et il était fait mention dans un autre texte que la nécropole était fermée par une clé. Et alors, nous savons qu'à l'époque du 2e calendrier, pour les bâtiments les plus importants, l'on utilisait ce que l'on appelait des clés élémentaires, mais également pour des outils, également pour des armes. C'était des artefacts dans lesquels on injectait des données pour que l'on puisse en servir pour différentes raisons. Je pense qu'il doit exister une clé qui permettrait d'ouvrir la nécropole, qui se trouverait sous ces 2 statues. Et le problème, c'est que les clés élémentaires, c'est une technologie que nous ne connaissons pas aujourd'hui. Mais, il y a de cela quelques années, des fouilles archéologiques en Xoan ont déterré que nous pensons être la forge élémentaire d'Elento. Nous pensons qu'il s'agit de cela, et si c'est le cas, nous pouvons peut-être là-bas trouver le modèle de la clé qui permettrait d'ouvrir la nécropole
Et peut-être que nous pourrons la forger. Voilà pour ce que j'avais à vous dire. On donnait les différentes fouilles de cette région au fil des années. En fait, il s'agit d'une région qui se nomme Umlako. Je vais vous montrer, regardez, si l'on prend cette carte, Umlako se trouve ici. C'est un village Umbra. Donc comme vous le savez certainement, les Umbras sont des Adans qui n'ont pas péri lors du premier cataclysme et qui ont vécu dans les profondeurs du monde pendant très longtemps. Et cette région, Umlako, il y a donc des Adans, enfin des Umbras, pardon, qui un jour sont sortis d'une crevasse et qui ont décidé pour la plupart de rester habités dans une caverne. Mais vu qu'il s'agissait du territoire de Xoan, il a été décidé de garder contact avec ce village et qu'ils puissent garder leur indépendance. Et ils auraient trouvé un jour un site intéressant d'un point de vue archéologique. Et il a été fait mention un jour qu'ils seraient effectivement tombés sur la forge élémentaire d'Elento. Donc, ce que je voulais faire, ce que je pensais faire, ce serait de se rendre à la forge d'Elento, de trouver, en espérant y trouver le modèle de la clé de la nécropole, puis de nous rendre au sud de la plaine de Pandora, ici, dans la vallée d'Onamia, pour que nous puissions ouvrir la nécropole. Trouver la conscience qui guide les Vaadrines et l'anéantir.